le 28 avril 1945. C'est la date où tout s'effondre. Dans le jardin dévasté de la chancellerie du Reich, l'artillerie soviétique pilonne les dernières défenses. Le sol tremble sous les impacts. L'air est saturé d'une odeur de soufre et de béton pulvérisé. Contre un mur marqué par les éclats d'obus, un homme attend la mort. Il se nomme Hermann Fegelein, 38 ans, un général SS au physique de cinéma. Pourquoi cet homme se retrouve-t-il face au peloton? Il était l'enfant chéri d'Heinrich Himmler. Mais la trahison se paie au prix fort. Quelques heures plus tôt, il était encore au sommet. Un héros de guerre décoré, 3 blessures graves au combat. Il portait les plus hautes distinctions militaires de l'Allemagne. Plus important encore, il était le beau-frère d'Adolf Hitler. Mais tout cela appartient au passé. Son uniforme est déchiré. Ses insignes de grade ont été arrachés. Ceux qui le protégeaient hier l'ont jeté au loup. Face à lui, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont ses propres camarades de la SS. Ils lèvent leurs fusils. Le métal cliquette, à l'image. Le visage de Fegelein se fige. Les coups de feu claquent sèchement dans les ruines. Son corps s'effondre sur le sol froid. L'opportuniste est mort. À première vue, l'exécution tragique d'un officier. Mais en réalité, la fin méritée d'un monstre. Cet homme a bâti sa carrière sur le sang. 17 000 civils, c'est le chiffre officiel. Dans les marais de Biélorussie, ces unités n'ont pas combattu des soldats. Elles ont massacré des femmes et des enfants. Fegelein a donné les ordres sans trembler. Il a tué pour plaire à ses chefs. Il a tué pour grimper les échelons. Mais ce n'était que le début. Il pensait être un génie politique. Il a épousé la sœur d'Eva Braun avec un seul objectif, le pouvoir. Il croyait que ce mariage était un bouclier. Il pensait que sa connexion directe avec le Führer le rendait invulnérable. Il se trompait lourdement. Quand les chars russes sont entrés dans Berlin, le masque est tombé. Fegelein n'a pas cherché à se battre. Il a cherché à fuir. On imagine la scène. Lui, dans son appartement, entassant bijoux et argent liquide, prêt à abandonner le navire. Il a tenté de déserter à la dernière minute. L'erreur était interdite. Hitler a découvert sa disparition. La rage du dictateur a été totale. Même Eva Braun, sa propre belle-sœur, n'a rien pu faire. Elle a supplié pour sa vie, mais le verdict était déjà tombé. Fegelein pensait que ses relations le sauveraient. Elles ont signé son arrêt de mort. L'histoire s'est arrêtée là. Le 30 octobre 1906. C'est à cette date que l'histoire d'Hermann Fegelein commence, au milieu de l'odeur du crottin et de la paille, Ansbach, Bavière. Il est né dans une famille qui vivait pour les chevaux. Son père, Hans, un ancien lieutenant, dirigeait une école d'équitation à Munich. Le jeune Hermann a grandi dans les écuries. Il savait monter à cheval bien avant de déchiffrer l'alphabet. Pourquoi cet enfant n'a-t-il jamais brillé à l'école? Les livres ne l'intéressaient pas, seuls les obstacles comptaient. Il est devenu un cavalier exceptionnel, accumulant les trophées à travers toute la Bavière. Mais en dehors de la selle, son avenir était vide. Il n'était destiné ni à l'université, ni au bureau feutré. C'était un palefrenier, un jockey, un homme de main. Dans la structure sociale rigide de l'Allemagne d'avant-guerre, cela signifiait une vie de servitude. Il nettoyait les boxes pendant que l'élite pariait sur ses courses. Les perspectives étaient nulles. Mais tout a basculé au début de la vingtaine. Fegelein travaillait encore à l'école de son père quand il a rencontré Christian Weber. Ce n'était pas n'importe quel client. Weber était l'un des premiers disciples d'Adolf Hitler. À l'image, on imagine ce colosse. Un ancien videur, une brute épaisse devenue membre du parti. Weber ne se déplaçait jamais sans une cravache à la main. C'était sa signature, copiée sur celle d'Hitler à ses débuts. Weber aimait les chevaux, mais il cherchait surtout des hommes. Une rencontre décisive. Weber a vu le potentiel chez ce jeune athlète. Il a repéré une ambition dévorante. Fegelein était prêt à tout pour s'élever. Weber cherchait quelqu'un qu'il pourrait modeler à sa guise. Un homme assez affamé pour exécuter n'importe quel ordre sans poser de questions. Le pacte a été scellé rapidement. Weber a parrainé l'entrée de Fegelein dans la Schutzstaffel, la SS, en avril 1933. Hitler venait de prendre le pouvoir quelques mois plus tôt. Regardez le changement brutal. Hier, Fegelein portait des vêtements de travail sales et sentait le purin. Aujourd'hui, il porte l'uniforme noir de l'élite. Le tissu est impeccable. Les bottes sont cirées. Il a 26 ans. Selon certains rapports, il sait à peine écrire correctement. Pourtant, il fait désormais partie de l'organisation qui promet de remodeler le monde. À première vue, une simple promotion militaire, mais, en réalité, une vengeance sociale. L'idéologie nazie lui a offert ce que la société lui refusait, la supériorité. Non pas par l'éducation ou le talent intellectuel, mais par le sang.
Pour un homme comme Fegelein, le nazisme était une libération. Il ne baisserait plus jamais les yeux devant les bourgeois. Il a embrassé le fanatisme totalement. L'ascension a été fulgurante. Dès 1934, Heinrich Himmler l'a repéré. Le Reichsführer SS contrôlait tout l'appareil d'État, mais il gardait une obsession pour les mythes germaniques. Il voyait la cavalerie comme l'incarnation des vertus guerrières teutoniques. Fegelein était l'homme parfait pour cette vision. Himmler l'a nommé à la tête des SS montés. Sur les images d'archives, on voit ces cavaliers défiler, lances dressées, mélange terrifiant de tradition et de fanatisme moderne. Fegelein a reçu une mission de prestige. Il a supervisé la construction des installations équestres pour les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Les tribunes devaient être grandioses. Tout devait refléter la puissance du Reich. Il a même tenté de rejoindre l'équipe olympique allemande. L'échec a été cuisant lors des qualifications, mais les médailles importaient un peu. L'objectif réel était ailleurs. Durant ces Jeux, Fegelein a serré les bonnes mains. Il a dîné avec les chefs du parti. Il a consolidé sa position de protégé d'Himmler. La paix n'a pas duré. Septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La guerre mondiale commence. Fegelein ne commande plus des chevaux de parade pour les touristes. Il est à la tête du régiment de cavalerie Totenkopf. La tête de mort brille sur leurs casquettes. Ils sont arrivés à Varsovie juste après la fin des combats principaux. Le bruit des sabots résonnait sur les pavés d'une capitale en ruine. La mission officielle était simple, tâche de sécurité. Les rapports parlaient de patrouilles à l'arrière du front, de maintien de l'ordre. On entendait pourtant des tirs isolés dans les ruelles. La réalité était bien plus sombre que les rapports militaires. Ce n'était pas de la police. C'était le début de la terreur organisée. Fegelein venait d'entrer dans le système. 1700 morts. C'est le bilan d'une seule journée. L'unité de Fegelein avait une mission précise, la liquidation systématique de l'élite polonaise, les médecins, les avocats, les enseignants, les prêtres. Pourquoi viser ces civils? Ils ne portaient pas d'armes. Mais pour l'occupant nazi, leur influence intellectuelle était une menace mortelle. Le 7 décembre 1939, les convois ont pris la direction de la forêt de Campinos. Le froid était mordant. Les soldats ont fait descendre les prisonniers et les ont alignés face aux arbres. L'ordre de tir a retenti. 1700 êtres humains abattus méthodiquement. À l'image, la terre sombre de la forêt se couvre de corps. Ce n'était que l'échauffement. En mars 1940, la véritable nature de Fegelein a refait surface. La Gestapo a reçu des rapports accablants. Fegelein et ses hommes ne se contentaient pas de tuer, ils pillaient la Pologne occupée. L'argent, les bijoux, les objets de valeur volés aux victimes étaient expédiés directement en Allemagne. À première vue, un officier SS discipliné. Mais en réalité, un chef de gang avide. Himmler a pris connaissance du dossier. Les accusations étaient graves, meurtre motivé par la cupidité, arrestations arbitraires à la prison de Varsovie pour le profit personnel, relations sexuelles interdites avec une femme polonaise. Selon le code militaire strict, Fegelein aurait dû faire face à un châtiment sévère, peut-être même l'exécution. Mais la justice n'est jamais passée. Himmler a personnellement écrasé la procédure par un ordre direct. L'enquête a disparu des archives. Fegelein est ressorti de cette affaire libre sans la moindre conséquence. Pourquoi cette protection? Parce que Fegelein avait de la valeur aux yeux du régime. Il était charmant, brutal et totalement dépourvu de morale. Il exécutait l'inacceptable sans la moindre hésitation ni remords. Himmler savait qu'il aurait besoin d'hommes de cette trempe pour la suite des opérations. L'impunité était totale. En mai et juin 1940, le théâtre des opérations a changé. Fegelein a participé à l'invasion de la France au sein de la future Waffen-SS. Les combats étaient intenses. Pour ses services, il a reçu la Croix de fer de 2e classe, une médaille épinglée sur un uniforme déjà souillé, puis est arrivé le 22 juin 1941, opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. On entend le grondement mécanique des divisions blindées qui s'ébranlent vers l'Est. Ce n'était plus une simple guerre de conquête. Hermann Fegelein allait franchir un nouveau seuil dans l'horreur de masse. 19 juillet 1941. C'est la date exacte où Hermann Fegelein a cessé d'être un simple officier pour devenir un bourreau industriel. Il commandait le 1er régiment de cavalerie SS. Mais, sur le terrain, la réalité était brutale. Les chevaux s'effondraient d'épuisement. Les véhicules devaient remorquer l'artillerie hippomobile. Les hommes finissaient entassés dans des camions. La cavalerie était inefficace. Mais Heinrich Himmler avait une autre mission pour eux.
Une mission qui ne nécessitait pas de stratégie militaire, seulement de la cruauté. Il a transféré les régiments de Fegelein sous le commandement du chef de la police, Erich von dem Bach-Zelewski. L'objectif officiel, le ratissage systématique des marais du Pripyat. Pourquoi cette zone précise? Les rapports parlaient de partisans soviétiques cachés dans cette immense zone humide de Biélorussie. Mais c'était un mensonge commode. L'ordre de Himmler était sans équivoque. Éliminer la menace partisane. Et surtout, éliminer les Juifs accusés de les soutenir. Le 28 juillet, Fegelein a rencontré Bach-Zelewski et le chef de brigade Kurt Knoblau. Sur la table, les cartes de la région. Dans les dossiers, des instructions monstrueuses. Le plan tenait en quelques lignes. Tous les hommes juifs devaient être fusillés sur le champ. Seule exception, quelques médecins et travailleurs du cuir. Les femmes et les enfants devaient être conduits dans les marais pour y être noyés. Les soldats ennemis en uniforme, prisonniers. Tout individu sans uniforme, exécuté. Fegelein a écouté. Il n'a posé aucune question. Il n'a soulevé aucune objection éthique. Au contraire, les témoins rapportent une impatience visible de passer à l'action. 30 juillet 1941, 7 heures du matin. L'opération a débuté. Les unités de cavalerie SS ont balayé les villages de la région du Pripyat. La méthode était mécanique. Il rassemblait tout le monde. Hommes, femmes, nourrissons. Les hommes étaient séparés du groupe. On les forçait à creuser. Puis le bruit des détonations résonnait. Ils tombaient directement dans les fosses qu'ils venaient d'ouvrir. Pendant ce temps, les femmes et les enfants étaient poussés vers les marécages sous la menace des armes. L'idée était de les forcer à avancer jusqu'à ce que l'eau les engloutisse. Mais un problème technique a surgi. À première vue, des marais mortels et profonds, mais en réalité, de simples étendues d'eau boueuse et peu profondes. Les femmes avançaient, terrifiées, l'eau à la taille. Elles pleuraient, elles suppliaient, mais elles ne se noyaient pas. Elles restaient là, immobiles dans l'eau glacée, portant leurs bébés à bout de bras pour les garder au sec. La méthode de la noyade était un échec logistique. Alors les hommes de Fegelein ont adapté la procédure. Ils ont cessé d'essayer de noyer les victimes. Ils ont armé leurs fusils. Les femmes tenant leurs nourrissons. Les enfants accrochés aux jupes de leur mère. Les vieillards incapables de marcher. Tous ont été abattus à la lisière des marais ou directement dans l'eau. L'eau s'est teintée de rouge. La cavalerie SS passait de village en village, laissant derrière elle des sentiers de cadavres. À l'image, on peut imaginer la scène. Une grange isolée. À l'intérieur, une famille juive tente de se cacher. Les soldats verrouillent alors les portes de l'extérieur. Une torche est lancée. La famille brûle vive. Dans un autre secteur, 50 juifs sont rassemblés près d'un puits. Ils sont abattus un par un. Les corps sont jetés au fond du puits, puis recouverts de terre. Mais pour Berlin, ce n'était pas assez. Heinrich Himmler suivait la progression à distance. Le 1er août, il a envoyé un télégramme à Fegelein. Le message était froid, purement statistique. Les chiffres étaient trop bas. Le rendement était insuffisant. Himmler réclamait plus de corps. Quelques jours plus tard, l'ordre régimentaire numéro 42 est tombé. Les règles ont changé. Désormais, tous les hommes juifs de plus de 14 ans devaient être exécutés. La noyade des femmes et des enfants restait la méthode privilégiée en théorie. Mais puisque cela prenait trop de temps, le tir à balles réel devenait la norme pour eux aussi. La brigade de cavalerie de Fegelein est ainsi devenue l'une des premières unités de la Shoah à anéantir systématiquement des communautés entières. Durant 6 semaines, la traque a continué. Les vieillards alités étaient abattus dans leurs lits. Les mères avec nouveau-nés étaient exécutées sur le bas-côté des routes. Des enfants de 2 ans étaient alignés face au peloton. Au début, certains soldats SS n'étaient pas des tueurs endurcis. On entendait parfois des hésitations avant de presser la détente. Certains craquaient psychologiquement. Mais Fegelein a instauré une culture de la brutalité. L'hésitation était une faiblesse. La pitié était une trahison. Il récompensait les plus impitoyables. Il humiliait publiquement ceux qui montraient un signe d'humanité. En quelques semaines, ces hommes ne tuaient plus par devoir, mais par automatisme, efficace, mécanique, sans émotion. Le 18 septembre 1941, Fegelein a soumis son rapport final. Sur le papier, les colonnes étaient en le précise. Il revendiquait la mort de 14 178 juifs, 1001 partisans et 699 soldats de l'armée rouge. Les pertes cessent, dérisoires. 17 morts, 36 blessés.
Mais les historiens ont creusé ces chiffres. Henning Piper, spécialiste des opérations de cavalerie SS, a analysé les registres. Fegelein avait menti. Il avait massivement sous-évalué le massacre. Le chiffre réel est estimé à 23 700 juifs assassinés, 23 700 personnes, hommes, femmes, enfants. Tous morts parce que Heinrich Himmler l'avait ordonné et parce que Hermann Fegelein avait obéi avec zèle. Pour ce carnage, Fegelein n'a pas été puni. Il a été récompensé. Himmler l'a promu SS Oberführer, l'équivalent d'un général de brigade. Sa carrière a décollé en flèche. Le 2 mars 1942, la croix de chevalier de la Croix de Fer lui a été décernée. En décembre de la même année, on y a ajouté les feuilles de chêne. La machine de propagande nazie a fait de lui un héros. Les journaux louaient son commandement agressif et ses succès dans l'élimination des ennemis du Reich. Le fait que ses ennemis soient des civils désarmés ne comptait pas. Il était présenté comme un brillant cavalier. En avril 1942, il a pris le commandement de la 8e division de cavalerie SS, la Florian-Geyer. Il a continué les opérations dites anti-partisans sur le front de l'Est, un code militaire pour désigner d'autres massacres. Mais la guerre finit toujours par présenter l'addition. Déjà blessé par des tireurs d'élite soviétiques en décembre 1941, il a été touché à nouveau en septembre 1943. Cette fois, la blessure était grave, trop grave pour le service actif. Pour la plupart des officiers, c'était la fin. Pour Fegelein, ce n'était qu'une nouvelle étape vers le sommet. Le 1er janvier 1944, le destin d'Hermann Fegelein a basculé. Pour tout autre officier, une blessure au front signifiait l'oubli. Un poste administratif poussiéreux à l'arrière, des rapports à signer en attendant la fin de la guerre. Mais Fegelein n'était pas n'importe qui. Ses connexions valèrent de l'or. Heinrich Himmler a pris une décision irrévocable. Il a envoyé son protégé directement au sommet, au cœur du pouvoir. Fegelein a reçu une affectation spéciale au quartier général d'Adolf Hitler. Il est devenu l'officier de liaison personnelle d'Himmler et le représentant de toute la SS. Ce n'était pas une simple mutation, c'était l'entrée dans le sein des saints. Fegelein avait désormais accès aux secrets les plus gardés du Troisième Reich. Il assistait aux décisions stratégiques. Il observait les cartes d'état-major. Pour un ancien palefrenier presque illettré, l'ascension était vertigineuse. Il tenait enfin le pouvoir absolu entre ses mains. Et il savait exactement comment l'utiliser. Le quartier général du Führer était un nid de vipères, des courtisans, des fanatiques, des hommes qui disaient oui à tout par peur ou par ambition. Fegelein s'y était glissé comme un poisson dans l'eau. Il avait une arme secrète, son charme social. Il était drôle, il savait séduire. Les secrétaires d'Hitler, Christa Schröder et Traudl Jung, ont confirmé plus tard sa popularité. Fegelein plaisait aux femmes, il racontait des blagues grossières, il flirtait sans aucune retenue, il ne ratait aucune fête. Sur les images d'archives, le contraste est frappant. Hitler restait souvent froid, distant, mal à l'aise dans les situations sociales. Fegelein apportait du bruit et de la vie. Il a ciblé l'homme le plus dangereux de l'entourage, Martin Bormann, le secrétaire privé du dictateur. Il participait assidûment à ses soirées arrosées. L'odeur du cognac et la fumée de cigares remplissant la pièce jusqu'à l'aube. Fegelein a confié à Traudl Junge sa philosophie brutale. 2 choses comptaient pour lui, sa carrière et son plaisir, rien d'autre. Mais ce n'était que le début. Son ambition visait une cible bien plus haute. Eva Braun, la maîtresse de l'ombre du dictateur, avait une sœur cadette nommée Gretel. En 1944, Gretel était un problème majeur. Sa réputation était désastreuse. Elle était connue pour sa promiscuité. Elle multipliait les aventures avec les soldats. Elle causait des scandales publics. Pire encore, elle était enceinte d'un autre homme au moment où les discussions ont commencé. Hitler voulait régler ce désordre. Il voulait marier Gretel au plus vite. Cela lui donnerait une raison légitime d'avoir Eva présente lors des fonctions officielles, sous couvert d'accompagner sa sœur mariée. Le problème était de taille. Il fallait trouver un volontaire. La plupart des hommes du cercle intime connaissaient la vérité sur Gretel. Ils refusaient de s'approcher d'elle. Pourquoi Fegelein a-t-il accepté ce que tous refusaient? L'amour n'avait rien à voir là-dedans. C'était un calcul mathématique froid. En épousant Gretel Braun, il devenait le beau-frère d'Hitler. Ce lien du sang par alliance le rendrait intouchable, plus puissant encore que son lien avec Himmler ne l'avait jamais fait. Il a courtisé Gretel par pur intérêt. Les témoins, y compris Eva Braun elle-même, n'étaient pas dupes. Fegelein ne cherchait qu'à grimper les échelons, mais l'arrangement servait tout le monde.
Hitler sauvait les apparences. Eva gagnait un statut officiel. Fegelein entrait dans la famille. Le 3 juin 1944, la cérémonie a eu lieu. Le décor était somptueux, le palais Mirabel à Salzbourg. À l'extérieur, l'Allemagne commençait à brûler sous les bombardements alliés et les fronts s'effondraient. À l'intérieur, la musique jouait. Adolf Hitler a signé le registre comme témoin. Heinrich Himmler et Martin Bormann étaient là aussi. C'était l'événement social de l'année pour l'élite nazie. À première vue, un mariage romantique de la haute société. Mais en réalité, une pure transaction commerciale. Sur les photos officielles, les sourires sont figés. Eva Braun avait tout organisé. Elle a déclaré plus tard être reconnaissante envers Fegelein. Grâce à lui, elle pouvait enfin être quelqu'un. Elle pouvait s'afficher publiquement comme la belle-sœur d'un général SS important. Le pacte était scellé dans le luxe et l'illusion. Le 20 juillet 1944, c'est la date qui a tout fait basculer. Pourquoi ce mariage avec la belle-sœur d'un général SS avait-il eu lieu? Était-ce de l'amour? Absolument pas. C'était une transaction froide, une alliance stratégique, mais 6 semaines plus tard, le calcul a failli s'effondrer. Le colonel Klaus von Stauffenberg est entré au quartier général de la Wolfschanze. Il portait une mallette, à l'intérieur une bombe. L'explosion a ravagé la salle de conférence. 4 hommes sont morts sur le coup. La fumée était épaisse, les débris volaient partout. Mais Adolf Hitler a survécu. Il n'a eu que des blessures superficielles. Hermann Fegelein était présent dans la pièce. Il s'en est tiré avec une simple égratignure à la cuisse gauche. La réaction du dictateur a été immédiate. Il a ordonné une purge sanglante. Des centaines d'officiers allemands ont été arrêtés. La torture était systématique. Les procès n'étaient que des formalités. Pour les exécutions, Hitler voulait de la cruauté. Pas de peloton d'exécution classique. Les conspirateurs ont été pendus avec de la corde à piano attachée à des crochets de boucher. La mort était lente. L'agonie durait des minutes entières. Hermann Fegelein a alors développé une habitude morbide. Il se promenait avec des photographies des exécutions dans sa poche. Sur les clichés, on distingue des corps qui pendent misérablement, des visages tordus par l'asphyxie. Fegelein ne détournait pas le regard. Au contraire, il montrait ces images à ses collègues. Il semblait y prendre un plaisir sadique, mais le temps jouait contre le régime. Début 1945. La situation militaire de l'Allemagne s'est effondrée. Les Soviétiques avançaient comme un rouleau compresseur à l'est. Les Américains et les Britanniques perçaient à l'ouest. Le 16 janvier, Hitler a ordonné la retraite. Direction le Führerbunker, enterré sous les jardins de la chancellerie du Reich à Berlin. Fegelein l'a suivi. Il servait toujours d'officier de liaison pour Himmler. À première vue, un centre de commandement sécurisé, mais en réalité, une tombe en béton armé. L'atmosphère était irrespirable, l'éclairage vacillait constamment. L'air était humide et sentait le renfermer. Le bunker était rempli d'officiers épuisés et de civils terrifiés. Au-dessus de leur tête, l'artillerie soviétique pilonnait Berlin jour et nuit. Le sol tremblait sous les impacts. Le régime nazi vivait ses derniers spasmes. Dans ce climat de paranoïa totale, Hermann Fegelein a pris ses décisions. Il a compris que la fin était proche. Alors que d'autres dans le bunker acceptèrent de mourir avec leur chef, Fegelein préparait sa sortie. Il a commencé à accumuler des ressources. Il a rempli des sacs, de l'argent liquide, des devises allemandes et étrangères. Il a volé des bijoux, dont certains appartenaient à Eva Braun elle-même. Il s'est procuré de faux passeports. Son plan était précis. Fuir vers la Suède ou la Suisse, disparaître en territoire neutre, se réinventer une nouvelle vie après la guerre. Mais les événements se sont accélérés. Le 20 avril 1945, pour l'anniversaire d'Hitler, les obus soviétiques ont frappé le centre de Berlin pour la première fois. Le 21 avril, les chars de l'armée rouge ont atteint la périphérie. Le 27 avril, l'encerclement était total. La nasse était fermée. Il n'y avait plus d'issue. C'est à ce moment précis qu'Heinrich Himmler a joué sa propre carte. Dans le dos d'Hitler, Himmler a contacté le comte Folke Bernadotte de Suède. Il essayait de négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux. Himmler offrait la capitulation de l'Allemagne. En échange, il demandait des garanties pour sa propre sécurité. Il voulait sauver sa peau et sa position. Les Alliés ont rejeté l'offre immédiatement. Mais l'information a filtré. Le 27 avril, la nouvelle de la trahison d'Himmler a atteint le bunker. On entend encore les échos de la fureur d'Hitler. Himmler, le fidèle Heinrich, l'homme de confiance depuis plus de 2 décennies, avait commis la haute trahison. Hitler a immédiatement ordonné son arrestation. Mais Himmler était loin de Berlin, il était hors de portée, il s'était échappé. Pourtant,
Hermann Fegelein était censé être là. Fegelein était le représentant personnel d'Himmler. Quand Hitler a appris la trahison, il a cherché une cible. Il lui fallait quelqu'un à punir, quelqu'un de proche d'Himmler qui pourrait servir d'exutoire à sa rage dévastatrice. Où était Fegelein? Le soir du 27 avril, Hitler a convoqué l'officier de liaison. Les couloirs étaient non vides. Fegelein était introuvable. Il avait abandonné son poste sans la moindre permission. Il avait déserté. Sur les caméras de surveillance de l'histoire, l'absence est une preuve. Dans l'atmosphère toxique du bunker, cette disparition a tout confirmé. Pour Hitler, cela ne signifiait qu'une chose. Fegelein faisait partie du complot d'Himmler. Il n'y avait pas d'autre explication. Le dictateur a convoqué le SS Obersturmbannführer Peter Högl. C'était le commandant adjoint du service de sécurité du Reich. L'ordre était simple, trouver Fegelein, le ramener, mort ou vif. Högl connaissait bien sa cible. Ils avaient travaillé ensemble pendant des années. Högl savait exactement où chercher. 28 avril 1945. C'est la date qui marque la fin de la fuite. Högl savait exactement où chercher. Il a foncé vers l'appartement de Berlin. Il a enfoncé la porte. À l'intérieur, le spectacle était pathétique. Hermann Fegelein était là, ivre-mort. Il portait des vêtements civils froissés. Des valises ouvertes gisaient sur le sol. Il n'était pas seul. Une femme se trouvait avec lui. Certains disent une maîtresse, d'autres parlent d'une prostituée. Cela n'avait aucune importance pour le commando. Fegelein a été pris la main dans le sac. Il préparait sa sortie. Högl ne lui a laissé aucune chance. Il a procédé à l'arrestation immédiate. Les hommes de la SS l'ont saisi. Ils l'ont traîné hors de l'appartement. Fegelein titubait encore. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. On l'a jeté dans une voiture. Direction le bunker. Pourquoi Fegelein n'a-t-il pas quitté la ville plus tôt? Il avait les contacts et l'argent. Mais l'alcool a obscurci son jugement au moment critique. Le trajet fut rapide sous les bombardements. Une fois dans le sous-sol en béton du bunker, l'ivresse a commencé à se dissiper. La réalité l'a frappé de plein fouet. La terreur pure. Une peur qu'il n'avait jamais connue sur le front. Il venait d'être capturé pour désertion dans les dernières heures du Reich. La situation était catastrophique. Hitler était déjà au courant de la trahison de Himmler. Fegelein était l'homme de liaison de Himmler. Aux yeux du dictateur, le lien était évident. De plus, un incident récent aggravait son cas. Quelques jours plus tôt, Fegelein avait tenté de remettre une mallette au chauffeur d'Hitler. Elle contenait des dossiers importants, des documents appartenant à Himmler et à lui-même. Cette mallette est devenue une pièce à conviction. Voulait-il vendre des secrets aux Alliés? Faisait-il fuiter des informations depuis le centre de commandement? Dans l'esprit paranoïaque d'Hitler, chaque geste de Fegelein confirmait sa culpabilité. L'étau se resserrait. Eva Braun a tenté d'intervenir. Elle a brisé le protocole. Fegelein était le mari de sa sœur. Gretel était enceinte. Elle était sur le point d'accoucher. Eva a supplié Hitler. Elle a imploré la grâce pour son beau-frère. Elle a essayé d'expliquer l'inexplicable. Selon elle, Fegelein pensait uniquement à sa femme et à son enfant à naître. N'importe quel homme tenterait d'assurer la sécurité de sa famille. Sur les images mentales de cette scène, on voit la détresse. Les mains d'Eva tremblent, elle s'accroche au bras du Führer. Traudl Jung a été témoin de la scène. Elle a rapporté plus tard un détail physique précis. Les yeux d'Eva étaient rouges à force de pleurer. Mais Hitler est resté de marbre. Il était implacable. Il ne voyait pas un père de famille. Il voyait une trahison. Himmler l'avait trahi. Fegelein, l'homme de Himmler, avait tenté de déserter. Dans son esprit, ils faisaient tous partie de la même conspiration pour l'abandonner. À première vue, une simple demande de clémence familiale, mais en réalité, une confirmation que tout l'entourage s'effondrait. Hitler a aboyé ses ordres. Cour martiale immédiate. Le général de la Waffen-SS Wilhelm Mohnke a présidé le tribunal. Il était entouré des généraux Johann Rathenhuber, Hans Krebs et Wilhelm Burgdorf. La procédure a été expéditive. Fegelein a été accusé de désertion et de trahison potentielle. Mohnke a surpris tout le monde. Malgré son fanatisme nazi, il a tenté de rester juste. Il a persuadé ses collègues juges d'une nuance importante. Fegelein était manifestement coupable de désertion. C'était un fait. Mais les preuves de trahison étaient très circonstancielles. Mohnke a recommandé une autre solution, remettre Fegelein à l'escouade de sécurité de Rathenhuber. Il proposait de l'envoyer au combat. Il pourrait servir sous les ordres de Mohnke pour défendre la chancellerie. La rage d'Hitler finirait peut-être par retomber. Mais Hitler ne voulait pas de soldats. Il voulait une purge. Il a rejeté la proposition. Il a exigé que Fegelein soit dépouillé de tout.
On imagine la scène, les écussons arrachés de l'uniforme un par un. Cet homme avait porté la croix de chevalier avec feuilles de chêne et épée. Il avait été SS Gruppenführer et Generalleutnant. En quelques secondes, il n'était plus rien. Il a été réduit au rang de Schütze, simple soldat, le grade le plus bas de la SS. C'était l'humiliation ultime. Puis Hitler a donné l'ordre final. Exécution, immédiate. Il n'y a pas eu de retour en arrière. La sentence devait être exécutée dans le jardin de la chancellerie du Reich. Les soldats l'ont emmené dehors. L'air sentait la poudre et la fumée. Au-dessus, l'artillerie soviétique pilonnait la zone. Fegelein a fait face au peloton. De multiples sources confirment le dénouement. Les coups de feu ont claqué le 28 avril. Le corps s'est effondré. Le 28 avril, c'est la date de la sentence finale. Pourquoi Fegelein a-t-il été exécuté si vite? Il était un général influent. Mais dans le bunker, la paranoïa avait remplacé la hiérarchie. Les rapports sur l'heure exacte du décès se contredisent. Certains témoins parlent de midi pile. D'autres affirment que la scène s'est déroulée tard dans l'après-midi. Mais un fait reste indiscutable. Fegelein ne portait plus ses insignes de général de la Waffen-SS. Il était vêtu comme un simple soldat. Une dernière humiliation. Les gardes de la sécurité l'ont escorté vers la sortie, direction les jardins de la chancellerie. Ce n'était plus un jardin, c'était un terrain vague dévasté. À l'image, un paysage lunaire. Des cratères d'obus éventrent le sol. Des gravats bloquent dans les allées. L'air est gris, saturé de poussière de béton. On entend le sifflement continu de l'artillerie soviétique qui pilonne le secteur. Les gardes ont poussé le prisonnier vers un mur encore debout ou un tas de briques instables. Le peloton d'exécution a pris position. Les archives ne précisent pas le nombre exact de tireurs. Peut-être 4 hommes, peut-être 5 soldats SS épuisés. Certaines sources suggèrent même que l'officier Hogel a pressé la détente lui-même avec 1 ou 2 assistants. La procédure a été brutale. Fegelein n'a eu droit à aucun dernier mot. Aucun prêtre n'était présent. À première vue, une exécution militaire. Mais en réalité, un meurtre déguisé en acte de justice. L'ordre a claqué. Les fusils ont fait feu immédiatement. Plusieurs balles ont percuté Fegelein à la poitrine et à la tête. Le choc a été violent. Il s'est effondré sur le coup. 48 heures plus tôt, cet homme buvait du cognac dans son appartement, persuadé de pouvoir fuir avec ses diamants. À présent, il n'était plus qu'un cadavre gisant dans la boue du jardin. Mais ce n'était que le début de l'oubli. Le corps n'a reçu aucune sépulture officielle. Des témoins racontent qu'il a été traîné dans un cratère d'obus et recouvert de terre à la hâte. D'autres affirment qu'il a été abandonné là où il est tombé. Les incendies qui allaient bientôt ravager le complexe de la chancellerie se chargeraient de faire disparaître les preuves. Quand les forces soviétiques ont capturé la zone quelques jours plus tard, le calme était revenu. Les soldats ont fouillé les ruines. Ils ont trouvé de nombreux corps calcinés ou déchiquetés. L'identification était impossible. La dépouille de Fegelein n'a jamais été retrouvée. Il n'y a aucune tombe, aucune pierre tombale. Il ne reste que des témoignages concordants sur cette journée du 28 avril 1945. L'histoire s'est arrêtée là. Le 28 avril 1945, c'est la date qui marque le basculement final. Quelques heures plus tard, à l'aube du 29 avril, Adolf Hitler a officiellement épousé Eva Braun. Une cérémonie absurde au cœur du bunker. Pourquoi ce timing est-il crucial? Hermann Fegelein avait été exécuté la veille. S'il avait survécu une seule journée de plus, son statut aurait changé. Il serait mort en tant que beau-frère légal du dictateur, pas seulement par une alliance lointaine. Mais la mort n'a que faire des titres administratifs. Le 30 avril, le bunker a tremblé. Hitler et Eva ont commis l'irréparable ensemble. Leurs corps ont brûlé, tandis que le régime s'effondrait. Mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Le 2 mai, Peter Hugel a tenté une sortie désespérée. C'était l'homme qui avait arrêté Fegelein. C'était peut-être même son bourreau direct. Il a essayé de percer l'encerclement soviétique. Une balle l'a frappé en pleine tête. Il a succombé à ses blessures sur le pavé froid de Berlin. Les généraux Hans Krebs et Wilhelm Burgdorf ont suivi le même chemin. Ils avaient siégé à la cour martiale de Fegelein. Le 2 mai, ils se sont suicidés à leur tour. Personne ne sortait vivant du cercle restreint. Mais au milieu de cette mort, la vie a surgi. Le 5 mai 1945, le silence est retombé. Exactement une semaine après l'exécution de son mari, Gretel Braun a accouché. C'était une fille. Elle l'a nommée Eva Barbara Fegelein. Un hommage direct à sa défunte tante Eva Braun. Hermann Fegelein n'a jamais rien su. Il est mort dans l'ignorance totale.
Il ne savait pas si l'enfant serait un garçon ou une fille. Il ne savait pas si Gretel survivrait à l'apocalypse de Berlin. Il savait une seule chose, sa tentative de fuite avait échoué de manière spectaculaire. La fille qu'il n'a jamais rencontrée a hérité d'un destin sombre. À première vue, une nouvelle vie loin de la guerre. Mais en réalité, une tragédie en sursis. Eva Barbara Feglein s'est suicidée en avril 1971, presque 30 ans jour pour jour après l'exécution de son père. Elle avait 26 ans. Son petit ami venait de mourir dans un accident de voiture brutal. Elle n'a pas supporté le choc. Gretel Braun, elle, a survécu aux décombres. Elle a hérité des bijoux précieux d'Eva. Elle s'est remariée en 1954. Elle a vécu jusqu'en 1987. Alors, qui était vraiment Hermann Fegelein? Un simple opportuniste? Non, c'était un criminel de guerre qui méritait l'exécution. Absolument. Les faits sont accablants. Ces unités ont massacré plus de 17 000 personnes. Les rapports évoquent jusqu'à 23 700 victimes dans les seuls marais du Pripyat. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des civils juifs, des femmes, des enfants. On les a poussés dans les marécages avant de les abattre. Feglein suivait les ordres d'Himmler avec un zèle terrifiant. Il a pillé les territoires occupés. Il a assassiné des prisonniers pour son profit personnel. Sur les images d'archives, on ne voit aucun remords. Il montrait les photographies des conspirateurs exécutés comme des trophées de chasse. Selon n'importe quel standard moral, Feglein était un monstre. Il aurait dû faire face à un tribunal public et à une sentence officielle pour ses crimes. Mais une question subsiste. Son exécution sommaire dans le jardin de la Chancellerie était-elle vraiment de la justice? 2 balles dans la nuque. C'est tout ce qu'il a fallu pour mettre fin à la carrière d'Hermann Feglein dans les jardins de la Chancellerie. Mais était-ce de la justice? Non. C'était simplement la rage aveugle d'un dictateur à l'agonie. Fegelein n'est pas mort pour ses crimes de guerre. Il n'est pas mort pour les villages brûlés. Il a été exécuté pour une seule raison, la désertion. Pourquoi Hitler a-t-il ordonné cette exécution alors que Berlin s'effondrait? Le Führer se fichait totalement des massacres de civils en Biélorussie. Il avait lui-même commandité ces horreurs via Himmler. Mais ce qu'il ne supportait pas, c'était la trahison personnelle. Dans le bunker, l'air était irrespirable. Les murs tremblaient sous les obus soviétiques. Pour Hitler, la fuite de Fegelein n'était pas une stratégie de survie, c'était un coup de poignard dans le dos. L'exécution n'avait rien à voir avec les victimes. C'était un pansement sur l'ego blessé d'Hitler, un besoin compulsif de punir quelqu'un pour la trahison d'Himmler. La tragédie est cynique. Si Fegelein était resté à son poste, s'il avait avalé sa capsule de cyanure avec Hitler et Eva, l'histoire aurait retenu un autre homme. Au lieu de mourir comme un lâche en fuite, il serait mort comme un officier loyal jusqu'au bout. Des apologistes auraient sans doute tenté de réhabiliter son image. Ils auraient prétendu qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Mais Fegelein a couru. À l'image, on imagine la scène de l'arrestation, un appartement luxueux à Berlin-Ouest. Les SS enfoncent la porte. Ils ne trouvent pas un général en uniforme prêt au combat. Ils trouvent un homme ivre, avachi en vêtements civils. Il a rempli ses valises d'argent liquide, de bijoux volés et s'apprête à fuir avec sa maîtresse. Cette image a détruit son mythe. Sa lâcheté est devenue sa seule véritable signature. Il s'est révélé tel qu'il était, un opportuniste sans principe, prêt à vendre n'importe qui pour sauver sa peau. Ce qui rend le cas Fegelein particulièrement dérangeant, c'est le triomphe de la médiocrité. À première vue, un général SS décoré et respecté. Mais, en réalité, un opportuniste illettré sans aucune formation militaire. Fegelein savait à peine lire une carte d'état-major. Au combat, ses décisions étaient catastrophiques et coûtaient de la vie à ses propres hommes. Mais il possédait un autre talent, le charme. Il savait monter à cheval et flatter les hommes puissants. Cela a suffi. Il a épousé la sœur d'Eva Braun. Il a obtenu le commandement de milliers de soldats. Et avec ce pouvoir, il a signé l'arrêt de mort de dizaines de milliers d'innocents. Le système nazi a propulsé des hommes comme Fegelein au sommet, précisément pour leur manque de conscience. Aucune limite, aucune hésitation. Regardez la progression de sa carrière. Le schéma est effrayant. Chaque atrocité commise se traduisait par une récompense immédiate. En Pologne, ces massacres lui ont valu une promotion. Dans la forêt de Campinos, 1700 personnes exécutées. Aucune conséquence. La situation a même empiré. Lorsqu'il a pillé et tué pour son profit personnel, les charges ont été abandonnées sur ordre direct d'Himmler. Les massacres des marais du Pripyat lui ont rapporté des décorations.
Le système nazi n'ignorait pas le meurtre de masse, il l'encourageait. Plus vous étiez impitoyable, plus vous montiez en grade. Fegelein avait parfaitement intégré cette règle. Les victimes de ces crimes attendaient une justice qui n'est jamais venue. Les Juifs poussaient dans les marais du Pripyat pour y mourir noyés ou mitraillés depuis la rive. L'eau devenait rouge. Les intellectuels polonais abattus dans les bois, les civils tués lors des opérations antipartisans, les femmes et les enfants, qui étaient de ces cibles privilégiées en Biélorussie. Aucun tribunal ne les a vengés. Fegelein n'a pas été fusillé pour eux. Il a été fusillé pour des raisons politiques. Il est mort parce qu'il était lié à Himmler au moment où Himmler a changé de camp. Après la guerre, l'injustice a perduré. De nombreux officiers SS, coupables de crimes bien pires, n'ont jamais été inquiétés. Certains se sont volatilisés sous de nouvelles identités. D'autres ont été protégés par les services de renseignement alliés pour leurs compétences contre les soviétiques. Ils sont morts dans leur lit, paisiblement. L'exécution dans le jardin de la chancellerie n'était qu'un meurtre de plus dans l'effondrement du régime. Que faut-il retenir d'Hermann Fegelein? Il incarne un type de mal spécifique, le mal de l'ambitieux sans boussole morale. Il n'a pas rejoint la SS par fanatisme idéologique, il a rejoint l'organisation car elle offrait une ascension sociale impossible pour un homme de son rang. Il n'a pas massacré des Juifs par haine viscérale. Il l'a fait parce que Himmler l'ordonnait et que l'obéissance rapportait des galons. Il aurait servi n'importe quel drapeau, commis n'importe quel crime, trahi n'importe quel ami. Pour lui, la trahison n'était qu'un outil de carrière comme un autre.